On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com dans quelques instants. On vous parle de 2 nouvelles succursales de Benny et compagnie à Ange-Gardien et à Chambly, mais un transfert générationnel aussi avec les enfants maintenant, les enfants Benny qui s'investissent dans la compagnie. Mais d'abord, parlons de haute vitesse en zone rurale. Vous savez que nous, les urbains, ceux qui habitent en ville, on prend souvent pour acquis que parce qu'on a l'Internet à la maison et probablement la haute vitesse, que tout le monde a la haute vitesse. Mais ce n'est pas nécessairement le cas si vous avez de la parenté, des amis, de la famille qui habitent dans des zones plus rurales et notamment même ici, dans le Haut-Richelieu, il y a encore 3000 foyers qui attendent de la haute vitesse. Question de faire le tour de cet enjeu avec nous, Patrick Bonvouloir, qui est président de Internet au Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Internet au Richelieu? Internet au Richelieu, c'est une compagnie sans but lucratif qui a été formée en 2008 pour subvenir aux besoins des gens qui voulaient avoir de la haute vitesse, principalement le domaine agricole, et en même temps, on dessert les gens qui sont en ruralité. Est-ce qu'il y a un lien avec la MRC? Oui. En 2008, c'est la MRC et le CLD qui ont créé cette OBNL-là et qui a donné le coup d'envoi. Ils ont construit en 2007 le réseau qu'on connaît aujourd'hui d'Internet haute vitesse. Et nous, on l'exploite là, indépendamment de la MRC et du CLD depuis le 1er janvier 2014. On exploite ce réseau-là chez Internet au Richelieu. Bon, on va parler du réseau dans quelques instants. Avant, je veux juste qu'on fasse un constat. Nous, ici en ville, les gens sont abonnés à Vidéotron. Maintenant, il y a Bell qui a la fibre. Ça, c'est une chose. Mais dès qu'on arrive, disons, puis même vous m'avez dit tantôt avant l'entrevue, même à Saint-Jean, là, dans le secteur l'Acadie, Saint-Athanase, il y a encore du monde qui n'a pas la haute vitesse. Non. C'est tout ce qui est rural. Là, aussitôt qu'on dépasse un coefficient de densité de 10 maisons au kilomètre, qu'on est en bas de ce coefficient-là, les gens, généralement, n'ont pas de haute vitesse. Donc, ils ont quoi comme connexion Internet à ce moment-là? Ils ont la connexion Internet, soit les clés de Bell et les autres compagnies. Ils peuvent avoir du Wi-Fi d'Internet au Richelieu. Ils peuvent avoir de la ligne téléphonique, là, DSL. Ça, DSL, pour faire une histoire courte, là, c'est les modems qui faisaient des bruits bizarres là, quand on se branchait. Là. Ça marche encore? Oui. Dans certains coins, c'est encore desservi par ça. Donc, ça veut dire que là, la personne se branche sur Internet puis ça bloque sa ligne téléphonique. Oui, carrément ça. Puis là, ça fait kikou, puis là, ça se branche. Là. Nous, quand on a commencé à vendre Internet au Richelieu, on leur disait que ça leur revenait meilleur marché parce qu'ils coupaient la deuxième ligne. C'est comme ça qu'on a vendu au début l'Internet. Parce que les gens avaient 2 lignes, c'est ça? Pour être capable. Si tu as des ados à la maison, là, ceux qui connaissent les ados, bien, ils utilisaient beaucoup Internet. Puis les parents, pour être capables de recevoir les communications téléphoniques, bien, ils y rentraient une deuxième ligne. Quand on dit 3000 foyers, principalement, on parle de quelle ville ou de quelle région du territoire qui est vraiment, disons, en deçà des autres? Là? C'est surtout le sud. Quand on s'en va à Noyant, Saint-Georges-de-Clarenceville, eux ne sont pas choyés en ce qui a trait à Internet. Mais la plupart, le noyau du village est desservi et c'est les chemins de campagne qu'on appelle qui sont moins. Autrement dit, si on va dans le village de Saint-Paul, le village de la Colle ou le village de Venise en Québec, dans cette petite zone urbaine-là, souvent, il y a un câbleau distributeur privé qui fournit le service Internet comme Vidéotron ou Bell. C'est ça? Plein ça. C'est à peu près des paramètres de vitesse similaires? Oui, quand on est dans un câbleau de distribution, c'est à peu près similaire. C'est entre 15 et 50 mégabits par seconde. Ça, c'est la norme, c'est ça? Dans le câbleau, c'est ça. Bon. Sauf que si on habite, comme on dit, dans le fin fond d'un rang, puis que le prochain voisin est peut-être à 500 mètres ou à 1 kilomètre, là, ça se peut qu'on ait soit la ligne téléphonique, comme on a dit tantôt, là, les connexions DSL, ou sinon, maintenant, il y a ce qu'on appelle les clés turbo là, que vendent Vidéotron ou Bell, là, en fait, qui sont assez dispendieuses. Là. Ça coûte assez cher, ça, hein, ces connexions-là? De base, c'est pas tellement cher, mais c'est la consommation qu'on en fait qui devient facturable, et ça, c'est dispendieux. Nous, chez Internet au Richelieu, on le dessert en Wi-Fi. On dessert ces clients-là en On leur garantit une vitesse entre 3 et 5 mégabits par seconde.
Puis, Ça, c'est je vais prendre un terme technique, là, c'est du upload ou du download? du upload. C'est du upload. Donc, c'est quand... Du download, C'est du download. Donc, quand nous, on consomme Ouais. l'Internet, donc on a du 3 à 5 mégabits seconde. C'est ça. Dépendant de l'environnement. Et quand nous, on envoie quelque chose... 1.2, 1.3. Bon, on est dans ces normes-là. Oui. Pour ce qui est dans le Wi-Fi. Parce que vous autres, dans le fond, Internet au Richelieu, c'est comme un gros Wi-Fi, là, c'est ça? Oh, oui, c'est comme un gros Wi-Fi que vous rencontrez en ville, excepté que c'est avec des antennes fixes qui sont attachées à la maison et qui vont chercher le signal de tours. On a 70 tours principalement attachés à des silos de ferme. Vous avez... Ça, je ne savais pas ça. Ouais. Vous avez 70 tours. Oui. Bien, on a pris un silo de ferme, puis on lui a installé une antenne. Wow! Puis on a 70 comme ça. Avec une antenne, on couvre à peu près combien de territoire? On couvre à peu près une distance de 3-4 km autour du silo. Mais pour être capable d'atteindre tout le monde, il ne faut pas qu'il y ait... faut avoir une ligne de vue. Qu'il y ait d'obstacles. C'est ça, il ne faut pas avoir d'obstacles. C'est un peu comme les communications micro-ondes. Oui, c'est ça, dans le fond. Oui. Mais il faut que la maison qu'on habite ait aussi une antenne, c'est ça? Oui. Fait que ça veut dire quoi? Dans la maison, on a comme un routeur sans fil. Et voilà. Sur lequel nos appareils se branchent. En plein ça. Notre routeur, lui, est branché sur l'antenne. Oui. Puis l'antenne prend le signal de l'autre antenne. C'est ça. C'est comme un perroquet, là, dans le fond. C'est en plein ça. Puis de ces 70 antennes-là, il y en a 7 qui sont branchées directement sur la fibre optique. Pour alimenter les 70 antennes, il y en a 7. Ça veut dire qu'une antenne peut alimenter jusqu'à 5-6 antennes. 5-6 antennes. Oui. Ouais. On appelle ça des relais, hubs, là, c'est ça? Des relais, oui. Et quand on est dans des paramètres là, de 3 à 5 mégabits par seconde, c'est bien ça le terme, est-ce qu'on est dans des paramètres de ce qu'on appelle haute vitesse? Mais pas les nouveaux paramètres de haute vitesse. On est dans les paramètres haute vitesse de 2005 environ. 2005, donc il y a 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, de la haute vitesse, c'est quoi? Le gouvernement considère de la haute vitesse à 5 mégabits par seconde. Minimum. Minimum. Alors que vous êtes légèrement en bas de ça. Oui. Nous, actuellement, on a déposé 3 projets. À Un Canada branché, c'est un programme gouvernemental. On a déposé 3 projets, un à Noyant, un à Saint-Georges, puis un pour l'ensemble de la municipalité, pour être capable d'emmener nos équipements et d'emmener tout le monde à 5 mégabits par seconde. Et ça, comment, là, c'est un peu technique, mais Oui. comment on passe là, d'une vitesse que vous offrez en ce moment avec votre système de 70 tours, là, comment pouvez-vous offrir davantage de vitesse? Qu'est-ce que vous devez faire? On doit augmenter les capacités de nos cellules, on doit les rajeunir et on doit carrément augmenter la capacité des cellules. Mais juste, parce que ça fait combien de temps que ça existe? Vous m'avez dit tantôt 2008. Ça a dû coûter quand même un joyeux montant. C'était toute l'installation, la main-d'œuvre. Au départ, le PAC rural a été mis à contribution pour un montant de 600 000 et on a reçu 300 000 supplémentaires du gouvernement pour les mesures d'urgence, pour mettre les communications en mesure d'urgence. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres régions au Québec qui sont un peu équipées comme nous, c'est-à-dire qu'on a une espèce de système Wi-Fi comme le vôtre? Oui, ça se fait de 3 façons. Soit par un OSBL, soit par une coopérative, ou soit carrément des privés qui sont dans ce domaine-là. Là, chez vous, de quelle façon arrivez-vous à être concurrentiel, disons, avec les clés turbo qui sont offertes par Vidéotron, Bell ou Rogers ou les autres, là, ou même la ligne téléphonique là, avec le DSL? De quelle façon arrivez-vous à être concurrentiel là-dedans? Nous, on est concurrentiel avec les clés turbo quand on a des gens qui consomment beaucoup d'Internet. Quelqu'un qui a un ado à la maison, là, une clé turbo peut facilement lui coûter 100 $ par mois. Et chez vous, ça va coûter combien? Nous, on a des spéciaux, pas des spéciaux, là, le courant en illimité est environ 75 $ par mois. Ah, quand même, c'est 25 Ouais. Nous, on essaie de se situer dans les mêmes ranges que la compétition. Donc, 75 $ par mois, on a une connexion illimitée. Oui. Chez vous. Oui. Avec un barème de 3 à 5 mégabits seconde. C'est ça. Plus dans le 3. Plus dans le 3. En même temps, je me mets aujourd'hui, justement, dans la peau d'un ado là, qui s'en va à Polyvalente Racicot le jour, puis il retourne chez eux le soir, puis son prof, il a dit, oui, fais un travail, va sur Internet, puis que ça n'arrive pas. Je veux dire, aujourd'hui, puis en plus, même le gouvernement nous incite à faire des trucs en ligne, les banques, bref. Tout s'en va vers ça. On
on est un peu handicapé quand on n'a pas d'Internet. Oui, c'est ça. On a un handicap. Des travaux scolaires, il y a beaucoup de personnes en ruralité, quand ils n'ont pas accès à Internet, sont obligés d'aller chez un de leurs copains en ville pour utiliser l'Internet. Ça, on a vécu ça beaucoup en 2008 quand on a commencé à faire ça. Des personnes qui allaient à l'université, des personnes qui allaient au cégep, qui avaient des travaux à faire, bien, c'était le fun quand il y avait une blonde en ville. Oui, c'est pratique. C'est quoi l'impact aussi pour des... On a beaucoup d'entreprises agricoles, mais il y a aussi d'autres types d'entreprises. C'est quoi le handicap pour des entreprises quand on est privé justement d'une connexion, d'une rapidité, disons, correcte? Bien, l'impact, c'est... on prend quelqu'un qui fait de la gestion d'inventaire online, qu'on appelle, et qui reçoit ses livraisons d'un marchand. Pour donner un exemple, une quincaillerie, elle vend des choses tout au long de la semaine, puis le lundi, il faut qu'elle soit réapprovisionnée, mais sa connexion Internet se doit d'être toujours en bonne vitesse pour être capable d'envoyer ces renseignements-là à la compagnie mère qui va l'alimenter. Ensuite de ça, les agriculteurs, on pense que c'est des plus petites entreprises, mais il y a des gens qui transigent leurs grains directement en bourse. Ils font le vente là, de la saison directement sur la bourse. Eux, quand ils ont le meilleur prix possible, il faut qu'ils donnent l'autorisation de vendre à ce prix-là. Il ne faut pas qu'ils attendent après l'Internet. Là. Vous êtes une équipe de combien de personnes pour gérer tout ça? 5. Vous êtes 5 personnes? Oui. Je reviens encore à l'aspect technique parce que ça m'intrigue beaucoup. On disait tantôt, donc, le routeur sans fil dans la maison communique avec l'antenne communique avec l'autre antenne qui est après le silo. Mais cette antenne-là qui est sur le silo, lui, oui. Cette antenne-là, pardon, elle reçoit son signal de quel endroit? Elle va recevoir son signal d'une cellule mère qui, elle, est branchée à la fibre optique, comme je vous expliquais tantôt. Elle est branchée. C'est ça. Elle est branchée sur la fibre optique de la Ça, c'est comme une méga antenne, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Elle a de la puissance. Puis là, elle transmet cette puissance-là à 3, à 4, 5 cellules autour d'elle. Puis ça se fait là comme ça. Les serveurs sont à la MRC du Richelieu, dans le sous-sol, là, des IHR et locataires dans la MRC. Puis tous les serveurs sont là. Là, vous avez combien de clients à peu près? On a 750 clients, un chiffre d'affaires de 360 000 par année. On est autosuffisant depuis 2 ans. On n'a pas besoin de subvention, rien. Et on chemine vers ça, là. Et pour les 3000 foyers, là, disons, à qui, quand on dit 3000 foyers là, qui sont toujours privés là, de haute vitesse en zone rurale, vous vous donnez combien de temps, disons, pour être capable d'offrir ce service-là? Le temps va être... Le temps et l'argent. Là, et voilà, c'est surtout l'argent qui devient problématique. Là. On a des études qui ont été faites pour fibrer tout le monde, ça coûterait 21 millions fibrer tout le monde. C'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Puis s'il y aurait de l'intérêt, déjà les compagnies auraient été là. Évidemment. Fait que c'est un peu ça qui est. Mais il va falloir en venir. On ne peut pas comparer l'Internet à la même chose que l'électrification de la ruralité. C'est clair. C'est à un moment donné, il y a quelqu'un qu'il va falloir qui prenne ça en main puis qui amène ça jusqu'au bout. Monsieur Bonvouloir, merci beaucoup. Bonne chance. Ça fait plaisir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des rôtisseries Béni. 2 nouvelles succursales vont ouvrir du côté de Chambly et de Ange-Gardien. Divertir dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Vous l'avez peut-être vu dans la dernière édition du Canada français, donc la famille Béni et compagnie s'agrandit avec de nouveaux restaurants du côté d'Ange-Gardien et de Chambly. Également, il y a de nouveaux visages, de plus jeunes visages aussi qui s'émissent dans la compagnie. Il s'agit bien sûr de Samuel qui est avec nous, Samuel Béni. Bonsoir. Et Jean-Sébastien Béni, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, vous êtes frères. Oui. Donc, vous êtes les enfants de Pascal. Oui.
Exact. Donc, Jean-François est votre oncle. Exactement. C'est la famille. Je dis la famille. Moi, en fait, quand j'ai vu l'article, ce qui m'a intéressé, bien, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a du développement parce qu'on a vu évidemment les étapes que le Coq Rapide devenu Béni a franchi. Puis en même temps, vous avez eu un incendie il y a quelques années. Vous avez ouvert Saint-Luc il y a un peu plus de 5 ans. Puis là, vous avez des nouveaux projets, mais en même temps, il y a aussi un changement générationnel. Donc, visiblement, chez vous, les enfants avaient de l'intérêt à continuer l'œuvre des parents. L'œuvre parentale, oui, effectivement. On est en transfert d'entreprise depuis environ 5 ans que le processus est démarré. Ça s'est officiellement concrétisé en 2013, mais évidemment, le processus continue. C'est-à-dire la transaction a eu lieu en 2013, mais le processus démarre avant et se poursuit après. Donc, on est encore là-dedans, oui, la passation des pouvoirs. Samuel, tu as quel âge? J'ai 28 ans. 28. Jean-Sébastien? 34. 34. Vous avez étudié dans quel domaine? Moi, j'ai étudié en comptabilité à Sherbrooke. Je suis comptable, je suis CPA. Puis j'ai fait une maîtrise aussi, un MBA en même temps à Sherbrooke après ça. Jean-Sébastien? Moi, j'ai étudié, j'étais ingénieur mécanique. J'ai fait mes études à l'Université de Sherbrooke. Puis j'ai été travailler dans mon domaine pendant quelques années avant de me joindre à la famille dans le but justement de faire la passation des pouvoirs pour nos entreprises. À quel moment le déclic se fait? Parce que là, bon, vous avez fait des grandes études. Vous pourriez travailler respectivement dans vos domaines. C'est quoi? C'est l'amour du poulet? C'est l'amour de la famille? Je ne sais pas. C'est l'amour de l'entrepreneuriat, Jean-Sébastien? Bon, on a grandi là-dedans, hein, depuis qu'on est tout petit, qu'on suit notre père, puis qu'on travaille dans l'entreprise, puis on y a mis beaucoup de cœur puis d'amour. Puis, évidemment, quand est venu le temps des retraites de Jean-François et Pascal, bien, ils cherchaient une façon de... On se demandait qui était pour reprendre ça. Puis, moi, j'ai levé la main. Je dis, je serais intéressé à aller de l'avant là-dedans. J'avais un emploi qui me permettait moins d'être dans la région ici. Je voyageais beaucoup. Puis, j'ai été intéressé à continuer ça. Puis, il faut dire que la famille Benet, on se trouve à être la 3e génération. Donc, ça part de mon grand-père et ses frères qui ont parti de la première rôtisserie. Donc, c'est un peu un honneur pour nous de continuer ça. Puis, on a de l'intérêt là-dedans. Honneur, oui. Est-ce qu'il y a une pression également ou est-ce que la pression, vous la mettez vous-même de dire, bien, ça serait dommage que ça s'arrête ici? Est-ce que vous sentiez cet appel de poursuivre la tradition familiale? Non, ça a toujours été bien clair. Ça a toujours été une opportunité, une porte qui était ouverte. On en a, en tout cas du côté de notre famille, Pascal en a parlé régulièrement comme quoi ça existait. Mais il voulait s'assurer qu'il n'y ait pas justement de pression inutile de mise sur nos épaules par rapport à ça. Puis, mais en même temps, il voulait qu'on soit au courant que ça existait, cette opportunité-là, qu'éventuellement, lui prendrait sa retraite, puis que si on avait un intérêt pour ça, bien, il y avait de la place pour nous au sein Est-ce qu'il y avait comme un deadline? C'est-à-dire, est-ce que votre père a levé la main et a dit, bon, écoutez, les gars, moi, je pense que je vais prendre ma retraite dans tant d'années, donc là, c'est là ou jamais? Non, ça c'est suite à notre arrivée dans les entreprises que, justement, on a fait un échéancier plus clair de quand est-ce que le processus s'enclencherait, quand est-ce que ça deviendrait officiel, quand est-ce que ça se terminerait. Mais ça ne s'est pas fait avant ça. Là. En même temps, Jean-Sébastien disait tantôt, on a vécu là-dedans. T'sais, moi, j'habitais le quartier Saint-Gérard, donc quand on était jeune, on allait en face de l'église Saint-Gérard sur Dorchester aller chercher le poulet, avec toujours le même numéro, 348-1191. Donc, on s'en rappelle. Après ça, vous avez déménagé sur Séminaire. Il y a eu évidemment le problème de l'incendie. Ça, c'est une épreuve que la famille a dû traverser. À quel moment est arrivé le projet d'ouvrir la succursale Saint-Luc? C'est arrivé comment, ça? La succursale de Saint-Luc, c'est arrivé du fait qu'à Saint-Jean, on a agrandi à travers les années pour répondre à la demande. Puis ça s'en venait quelque peu ingérable. C'était rendu, les soupers étaient gros, on avait de la difficulté au niveau opérationnel à sortir tout l'ouvrage qu'on avait. Donc, ça mijotait dans la tête de Pascal et Jean-François depuis un certain temps de faudrait peut-être bien aller ouvrir à Saint-Luc, dans un but premier de décharger la succursale de Saint-Jean, mais aussi se positionner pour l'avenir, puis aller chercher une croissance dans notre région. Et 5-6 ans plus tard, ça valait la peine? Oui, ça valait la peine. C'est sûr, c'est un endroit qui est très stratégique. Dans le sens qu'avec les 2 succursales qu'on a dans la grande ville de Saint-Jean, bien là, on est capable de desservir en livraison surtout, puis aussi être accessible pour le comptoir, toute la population de façon assez rapide. Là.
Puis aussi, c'est que c'est un besoin qui s'est créé avec le développement de Saint-Luc. À un moment donné, c'est sûr que c'est ce coin de la ville-là qui se développait le plus rapidement, puis c'est là que la demande s'en venait de plus en plus. Donc, Moi, je suis toujours étonné, notamment le vendredi, parce que moi, je travaille à Montréal sur semaine, le jour, quand j'arrive par la 35 et que ma blonde me dit « il va donc chercher du poulet ». Et là, je vois cette file d'attente-là, qui est quand même assez rapide, là, le service à l'auto, mais il y a du monde. C'est assez incroyable. Je ne sais pas c'est quoi la vitesse de croisière que vous avez là, au niveau du service à l'auto le vendredi, entre 5 et 7, mais Jean-Sébastien pourrait vous en parler. il y a du monde à la messe, là. On essaye de viser une expérience client en bas de 5 minutes. Ouais. Expérience totale, c'est-à-dire à partir du moment où on arrive en voiture, on commande, puis on repart avec nos boîtes. Pour arriver à ça, dans les heures de pointe, il faut qu'il y ait un véhicule qui avance à chaque minute. Donc, c'est ça qu'on vise, mais on s'en sort bien. À quel moment arrivent en ligne de compte les projets de Chambly et d'Ange Gardien? Ça arrive avec... C'est vraiment relié à Ben & Compagnie. Quand on a joint la marque Ben & Compagnie, on savait que c'était une marque jeune, une marque qui prendrait beaucoup d'expansion au fil, puis assez rapidement. Au fil des prochaines années, dans un délai de peut-être 5 ans, on savait qu'on avait des objectifs assez ambitieux au niveau de la marque. Puis quand on s'est joint à la marque, on s'est fait demander un peu c'était quoi nos plans d'avenir parce que si on voulait rester ici dans notre coin puis gérer ça puis en rester là, on aurait eu une licence, si on veut, différente de celle qu'on a demandée qui implique dans laquelle on fait un peu une promesse de dire, bien nous, ce territoire-là de la Montérégie, on va le développer. Mais on savait à ce moment-là que le développer, c'était pas en 2040 ou en 2030. Là, on savait que c'était dans les prochaines années parce que c'est là que la croissance de Ben & Compagnie était pour avoir lieu. Parce que visiblement, dans la région de Chambly ou même d'Ange Gardien, près de la 10, là, il n'y avait pas de Ben & Compagnie. C'est ça. Donc, vous étiez absent de ce territoire-là, mais il y avait de la place dans le marché, c'est ça? Oui. Bien, dans le fond, l'Ange Gardien puis Chambly sont un peu différents l'un et l'autre dans le sens où à l'Ange Gardien, il y a présentement un Haut Coq qui est un restaurant de la famille, un peu comme le Coq Rapide était un restaurant de la famille il y a quelques années. Donc, dans ce cas-là, c'est une transition, c'est-à-dire qu'on achète celui qui avait le Haut Coq, qui est notre cousin, qui est dans notre famille. On le transforme ça en Ben & Compagnie, on ajoute des services, puis on a un Ben & Compagnie sur le bord de la 10. Ça, c'est la sortie 55, là? Oui, exactement. Okay. Dans le cas de Chambly, ça, c'est un nouveau poste qu'on part de zéro. Il n'y a pas de bâtisse de construite encore. Puis on part un concept là. Ça, c'est vraiment une expansion. Et vous l'installez à quel endroit, à Chambly? C'est à côté du Jean Coutu, sur le boulevard Périgny, là où il y avait la station d'essence Olco auparavant. Là, avant, il n'y a plus là. Quels sont les délais que vous vous donnez pour mettre ça en opération? On ne sait jamais trop. Dans le fond, là, on est rendu un peu avec la ville, à négocier, pas à négocier, mais à aller chercher les permis de construction. Puis là, il y a des consultations, évidemment, auprès de la population. Puis là, dépendamment des demandes, bien, ça peut être plus ou moins long. Idéalement, on aimerait ça être opérationnel au courant de l'été. Mais on ne sait jamais ce qui arrive dans des constructions comme ça. Ça peut retarder, ça peut être plus rapide un petit peu. Oui, ça, en fait, vous êtes un peu tributaire de la procédure c'est ça, exactement. Urbanistique. Ouais. Dans le cas d'Ange Gardien, donc la transformation est déjà commencée ou elle va commencer bientôt? Elle va commencer très bientôt. On essaye de finaliser le bail là-bas, puis il y a des choses plus techniques un peu. Mais certainement qu'au début de l'été, on devrait avoir fini nos transformations, puis on va opérer sous le nom de Ben & Compagnie. Donc là, au final, ça va vous faire quoi? 4 ou 5 restaurants dans la famille immédiate, c'est ça? Oui, dans notre groupe, dans notre licence montérégienne, ça va faire 5 restaurants. Les 2 à Saint-Jean, Chambly, Ange Gardien, puis on a Granby aussi. Qui est opérationnel depuis un certain temps, alors. Oui, Granby, lui aussi, c'est en 2013, puis c'est un peu le même cas que l'Ange Gardien, c'est-à-dire qu'on a acheté un membre de la famille qui avait un Haut Coq aussi, c'est la même bannière, si on veut. Puis elle, c'est un départ à la retraite. Puis elle n'avait pas de relève. On est allé s'informer puis elle était intéressée à nous vendre. Jean-Sébastien, selon toi, c'est quoi le succès de cette entreprise-là? Qu'est-ce qui fait que ça existe encore? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en expansion, que vous rénovez, vous modernisez, vous-même, vous avez de l'intérêt pour continuer l'entreprise? Le succès, il vient d'où? Je pense que toute la famille Benet a tout le temps été des opérateurs. De la génération de mon grand-père aller jusqu'à la nôtre. On est dans nos restaurants, on est présent, on suit ça de proche, on s'assure que la qualité du produit soit là. Puis ce qu'on essaie de faire présentement, c'est d'aller à un autre niveau, c'est-à-dire de se regrouper sous la même bannière, puis prendre la place qui nous revient au Québec, parce qu'en s'éparpillant comme ça un peu partout dans la province sous différents noms,
on n'a pas eu de rapport de force jusqu'à maintenant. Puis le but de Bennet et compagnie, c'est vraiment ça, prendre la place qui nous revient, puis aller chercher du marché. Est-ce que l'appellation Le Coq Rapide est difficile à faire disparaître de l'esprit populaire? Je ne sais pas. Oui, ça va toujours rester. Moi, mon bureau il est juste adjacent au comptoir à Saint-Jean, puis je l'entends à longueur de journée, des gens sur le cellulaire ou de quoi qui disent « Ouais, je suis au Coq Rapide, veux-tu quelque chose? » ou « Je suis au Coq », ou ça va rester. Ça, c'est un combat C'est un combat qu'on n'a pas amené, dans le fond. Ouais, c'est pas grave, au contraire. Mais les gens font l'association quand même. Oui. Donc, tu vois, moi, j'ai de la parenté à Québec qui commande chez Benny. Oui. Alors que moi, Saint-Jean, je commandais au Coq, mais c'est le même logo, c'est le même Coq, là, c'est la même affaire. Oui. Donc, les gens faisaient l'association, mais d'autant qu'ici, on sait de l'appartenance à la famille Benny. Donc, oui, c'est ça. Le lien se fait automatiquement, mais... Il la faisait chez certains, mais il y en a qui ne la faisaient pas nécessairement. Puis c'est ça qu'on voulait faire aussi en se regroupant, c'est changer notre clientèle d'une région à l'autre. Ouais. C'est avoir on a besoin de... uniforme et tout ça. Là. Oui, c'est ça, exactement. Il faut que ça devienne plus facile de faire cette association-là. Ouais, en ayant le même nom, ça commence bien. Peut-être que dans 30 ans, ça va se faire, c'est ça. À vous deux, merci beaucoup, félicitations, puis bonne chance dans votre merci. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. Le service des loisirs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu offre à nouveau des cours de golf en groupe. Donc, il y a des groupes qui sont disponibles, donc avant la saison, la vraie saison de golf. Donc, c'est le temps maintenant de vous inscrire. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, tout simplement. Vous avez la grille horaire à l'écran, puis l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Tous les dimanches matins, 9h30, en direct au câble 9, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. 30 dépositaires pour acheter vos livrets sur le territoire pour avoir la liste. tvhr9.com ou vous téléphonez ici même au 450-358-1912 et vous demandez bien sûr de parler à Claude. À demain. Bye bye.